Maël Guédon, qui est doctorant sous la codirection d'Esteban Bourg de l'EHESS, et Anne Sauvagnargues de Nanterre Paris 10. Donc, on va vous parler d'hologrammes, transversalité stylistique et spectralité dans la pop contemporaine. En partant d'abord de deux constats, c'est qu'on a souvent souligné le caractère spectral de l'enregistrement, que ce soit par le dédoublement de la captation qui, comme le montre Derrida dans Échographie de la télévision, fait immédiatement du corps enregistré un spectre, c'est-à-dire une trace qui marque d'avance le présent de son absence, ou par la nature de l'enregistrement lui-même, qui est défini par Simon Reynolds comme un fantôme, restituant l'empreinte physique d'un musicien, la persistance de son souffle et de son activité. On a souligné d'autre part, dans les études philosophiques consacrées à la pop, l'importance de la production des tubes dans la musique actuelle, dont le but est d'insinuer dans l'esprit de l'auditeur ce que Peter Zendy, dans Tube, appelle à la suite de James Kellaris, des vers d'oreille, c'est-à-dire des airs ou des fragments musicaux qui ont la capacité de s'imposer de manière insidieuse et obsessionnelle chez l'auditeur. Les vers d'oreille agissent comme des virus qui se fixent sur un hôte et se maintiennent en vie en se nourrissant de la mémoire de celui-ci. Accrochée d'emblée au passé intime, une mélodie commune vient hanter les souvenirs, les perceptions, les pensées. Et cette mélodie obsédante, ou plutôt revenante, selon la formule de Peter Zendy, qui traduit l'expression du psychanalyste Theodor Reik, The Haunting Melody, teinte à la fois de sa banalité et de son inscription singulière, différente pour chaque auditeur, nos affects les plus intimes. Elle lie de répétition en répétition un élément générique et une manière spécifique pour cet élément d'habiter notre esprit sans nous appartenir. Et du caractère spectral de l'enregistrement à la hantise des tubes, qui utilisent tous les moyens de diffusion à grande échelle pour venir peupler les pensées des auditeurs, l'enjeu technologique est déterminant, et en se plaçant dans la perspective que résume la fameuse formule de Marshall McLuhan, le vrai message chez le médium lui-même, la technique holographique peut s'analyser, selon nous, à l'intersection de ces deux problématiques. Si l'on divise les phénomènes holographiques en deux catégories, d'un côté, les hologrammes de reproduction qui font revenir sur scène des chanteurs morts, comme ce fut le cas pour Tupac récemment, ou de l'autre, les hologrammes de création qui créent une star de toute pièce en dehors de tout référent antérieur. Dans le premier cas, c'est-à-dire les hologrammes de reproduction, l'enjeu de la spectralité de l'enregistrement est certes fortement questionné, mais la dialectique entre le corps physique de la star conçu comme modèle et ses reproductions, les images conçues comme copies, et malgré tout conservé, l'hologramme étant une image parmi les autres. Alors que dans le second cas, avec les hologrammes de création, qui autonomisent la star et qui la séparent de toute vie hors représentation, c'est l'ensemble du système de visibilité, pour reprendre le terme de Nathalie Hennig dans son ouvrage de 2012, et tout le fonctionnement de la société du spectral, selon la formule de Serge Margel dans son livre éponyme, qui se trouve poussé à une limite. Et c'est ce que nous nous proposons d'analyser à travers le statut spécifique d'un hologramme de création qui s'appelle Hatsune Miku, qui est une star japonaise qui a été créée en 2007 par une entreprise, Krypton Future Media, qui produit un logiciel de synthèse Vocaloid. Alors Hatsune Miku a été élaboré et diffusé pour faire la promotion de la seconde version du logiciel Vocaloid, qui est un logiciel de synthèse sonore. Et c'est aujourd'hui un phénomène protéiforme. D'un côté, elle se produit en concert sous forme holographique. Elle chante ses tubes accompagnée par un groupe en chair et en os. Et parallèlement, sa voix synthétisée est disponible dans le logiciel vendu par Krypton Future Media. Pour un peu plus de 100 €, vous pouvez donc créer vos morceaux dans lesquels Hatsune Miku chante. Les internautes élaborent souvent en collaboration avec d'autres internautes un clip, le corps en 3D d'Hatsune Miku étant modélisé et donc on peut l'animer. Puis ils postent ces morceaux sur YouTube ou sur des sites spécialisés consacrés à Hatsune Miku, dans lesquels les productions sont évaluées, classées, commentées par une communauté de fans. Et enfin, Hatsune Miku est aussi l'héroïne principale d'une série de jeux vidéo qui s'appelle Hatsune Miku Project Diva et qui a été développée par Sega en collaboration avec Krypton Future Media. Et il s'agit d'un jeu vidéo dit de rythme, c'est-à-dire que vous devez appuyer en rythme sur les boutons de la manette pour suivre la chorégraphie d'Hatsune Miku. Donc évidemment, là, il y a une stratégie de
marketing de cross-média, hein, c'est que les morceaux qui sont utilisés pour le jeu vidéo sont rejoués sur scène, ce qui renforce l'effet d'adhésion. Et donc Hatsune Miku est à la fois un hologramme qui se présente sur scène, une synthèse vocale dont le spectateur-auditeur peut s'emparer pour produire de manière souvent collaborative des chansons diffusées sur Internet, et une héroïne de jeux vidéo. Alors, je vous montre juste rapidement une image du logiciel pour voir comment ça fonctionne. On a un piano roll à gauche sur lequel on dispose de la hauteur des notes, une timeline, et puis pour chaque note chantée, on peut inscrire phonétiquement le son qu'on veut que Hatsune Miku prononce. Et en dessous, là, vous avez le vibrato, la petite ligne noire, et tout est évidemment modélisable, modulable, on peut modifier le vibrato, les hauteurs, etc., jouer sur des transitions, des intonations différentes. Et après, ça donne quelque chose comme ça. J'ai choisi la dame. Etc. Alors le succès d'Hatsune Miku a totalement dépassé les espérances de Krypton Future Media au moment de sa création pour promouvoir le logiciel, puisque le répertoire de la chanteuse serait, d'après Krypton Future Media, et ça semble assez probable à voir ce qu'on trouve sur Internet, de l'ordre de 100 000 morceaux. Et un autre chiffre qui met en évidence le succès d'Hatsune Miku, c'est par exemple qu'elle a plus de 900 000 likes sur sa page Facebook. Et quand on tape, vous pouvez le faire sur YouTube, Miku Hatsune, on peut visionner près de 800 000 vidéos, alors qu'à titre d'exemple, si vous tapez Johnny Hallyday, vous en avez 40 000. Dans les 100 000 morceaux du répertoire d'Hatsune Miku, on trouve une variété de genres musicaux peut-être inégalés pour une seule interprète, que ce soit des morceaux originaux spécifiquement composés et écrits pour Hatsune Miku, ou des reprises très nombreuses et variées, qui vont de la version vendéenne, c'est véridique, de la Marseillaise au tube de Lady Gaga, en passant par des morceaux de Gershwin, de Céline Dion, des tubes de Queen, etc. Il suffit de visionner les vidéos ou d'écouter quelques morceaux pour prendre la mesure du spectre des genres que son répertoire couvre, qui vont pop, rock, rap, électro, néo-metal, dubstep, reggae, dance, disco, etc. Et en tant que synthèse vocale et animation 3D, Hatsune Miku est ainsi conçue comme une surface projective particulièrement performante, une image ou une représentation vide d'intention et prête à interpréter dans les limites techniques du logiciel tout ce que l'internaute souhaite lui faire chanter. Mais au-delà de cette surface de projection, lors des concerts, comme on vient de le voir en vidéo, l'hologramme reprend son autonomie et s'impose dans sa singularité face à la foule anonyme du public, revenant finalement à la dialectique classique du concert à grande échelle que Nathalie Hennig définit dans De la visibilité comme l'alliance d'hyper-singularisation de la star et d'hyper-massification de la foule. Ce mouvement est, dans le cas d'Hatsune Miku, en tension avec le projet collaboratif de création des morceaux qui sollicite la part de créativité de l'internaute et qui est présenté dans la communication de Krypton Future Media comme une véritable possibilité de démocratisation de la créativité musicale. La formule qu'utilise Krypton Future Media, c'est « Miku, est-ce que vous en faites ?» D'une manière plus générale, le discours sur Hatsune Miku s'articule sur deux plans. Il y a d'un côté les publicités officielles qui montrent principalement Hatsune Miku en concert et qui jouent sur l'originalité de l'hologramme, et de l'autre, par exemple, une série de documentaires indépendants intitulés Mikumentary, dont le premier épisode, Everybody's Voice, est entièrement consacré au caractère horizontal et collaboratif de la création. Et cette tension propre au fonctionnement de l'hologramme constitue une manière de renouveler
le rapport entre l'identification du fan à son idole, son désir de la posséder, d'être au plus proche de la source de son admiration, et l'inaccessible de la star, la non-réciprocité du rapport liant le fan à son idole. L'auditeur peut s'inscrire personnellement dans la production d'Hatsune Miku, ce qui est peut-être une des manières de toucher au plus intime quand il s'agit de domaine artistique. Il peut la faire chanter, la faire danser comme bon lui semble, et simultanément, Hatsune Miku reste à la lettre intouchable. La manifestation paradoxale de l'hologramme tient à ce que son image gagne en présence et en reproductibilité, puisqu'il existe même des tutoriaux sur YouTube pour recréer chez soi l'illusion d'optique qui produit l'image en 3D d'Hatsune Miku, mais cette présence donne à voir un corps par définition inaccessible. Hatsune Miku est donc manipulable tout en restant parfaitement inatteignable, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les commentaires sur YouTube, qui sont extrêmement nombreux. Par exemple, je vous en traduis un, tu es en 3D, mais je ne peux pas te toucher, je ne peux pas te parler, et c'est quelque chose qui est douloureux pour moi. Tu ne peux pas m'entendre parce que tu n'es pas réel, et cela me rend triste. Et il y a une réponse d'un internaute qui dit, tu sais, parfois, les choses les plus belles, on ne peut pas les atteindre. On peut penser, d'autre part, que l'effet de concentration sur la singularité d'Hatsune Miku lors des concerts, qui est particulièrement explicite dans les lives et que Krypton Future Media met en avant dans ses clips promotionnels, permet de préserver une unité à la chanteuse au sein du flux bigarré de ses morceaux. En effet, le risque de la grande hétérogénéité du répertoire d'Hatsune Miku est que le spectateur ne parvienne plus à identifier sa signature, et la mise en scène de l'hologramme va participer à l'effet de reconnaissance puisqu'elle donne un statut particulier à une manifestation parmi les autres. L'hologramme chantant et dansant sur scène est affirmé et vécu comme le modèle dont sont issues les autres images. Présenté ainsi comme originel, il prend une importance particulière aux yeux des fans, dont ces derniers témoignent dans leurs commentaires. Voir Hatsune Miku en concert, voir l'hologramme d'Hatsune Miku sur scène a une valeur spécifique, exactement comme pour un groupe de rock ou de pop, sauf que dans le cas d'Hatsune Miku, non seulement le chant est nécessairement en playback, mais le corps même de la star est une image parmi d'autres, élevée au statut de modèle. Bien loin de s'inscrire dans un genre musical ou débrider des tendances hétérogènes, la spécificité stylistique du répertoire d'Hatsune Miku, qui se présente plutôt comme une collection hétéroclite, tient à sa transversalité radicale. Outre le timbre de sa voix et sa présence holographique sur scène, la singularité d'Hatsune Miku s'appuie ainsi sur l'articulation entre cette possibilité d'être simultanément l'interprète de n'importe quelle chanson qu'un internaute peut produire et une star aux caractéristiques exacerbées. Si les deux logiques peuvent sembler contradictoires, elles sont en réalité complémentaires. C'est parce qu'il y a les concerts, lieux d'effectuation collective où se retrouve une communauté, qu'il y a les créations individuelles, qu'il y a la motivation pour créer individuellement chacun de son côté. La mise à distance irréductible du fan comme condition nécessaire à la surface projective est compensée par la mise en scène d'une présence spécifique de la star holographique, présence dont l'éphémère, l'évanescent, qui se dit akanai en japonais, est souligné par des effets techniques lors des apparitions-disparitions d'Hatsune Miku, par exemple un nuage de pixels dans lequel s'évanouit l'image en 3D de l'hologramme. Ces effets rappellent à chaque transition la discontinuité de la présence holographique face à la présence continue des spectateurs. La manifestation sans physicalité d'Hatsune Miku est exposée par Krypton Future Media comme la possibilité d'incarnation paradoxale de la créativité collective. Les concerts sont filmés et diffusés sur Internet, de sorte que l'enregistrement de l'expérience de la communauté, comme on vient de le voir, solidarisé d'ailleurs par un certain nombre d'accessoires, de signes, les bâtons lumineux ou d'attitudes communes, qui est bien physiquement rassemblée dans un même lieu à un même moment, cette expérience de la communauté reste disponible pour l'internaute. Ainsi, Hatsune Miku semble totalement correspondre à la définition que donne Nathalie Hennig dans De la visibilité d'un détenteur d'un capital de visibilité, je la cite, « inaccessible en personne en même temps qu'indéfiniment disponible en ces images ». L'hologramme est sans vie ni corps personnel, donc par définition inaccessible en personne. Il est non seulement indéfiniment disponible en ces images, mais comme nous l'avons vu, virtuellement manipulable et reproductible. De manière générale, les critères qui définissent la visibilité à l'époque médiatique sont, selon Nathalie Hennig, la reproductibilité technique à grande échelle des images, la dissymétrie entre objet et sujet du regard, et l'instauration d'une catégorie sociale spécifique,
situé au sommet d'une hiérarchie, à la structure profondément renouvelée par l'irruption de cette nouvelle élite. La singularité, la séparation, la pureté, l'éphémère, alliés à l'inaltérable, avec l'exemple des morts précoces des stars mythiques par exemple, l'asymétrie, le rapport entre proximité et éloignement, tous ces éléments prennent avec Hatsune Miku, par sa nature holographique, une forme particulière, soit que les critères soient accentués, comme c'est le cas avec la séparation ou la symétrie irrémédiable impliquée par l'inexistence physique et l'absence de conscience de l'hologramme, soit qu'ils soient réinventés, comme nous l'avons vu avec le rapport entre manipulation et inaccessibilité, qui offre une proximité virtuelle du fan-créateur avec son interprète à jamais lointaine. À mi-chemin entre le personnage de fiction et la star d'un nouveau genre impliquant un travail collaboratif, une production et une diffusion décentrée et hétérogène, Hatsune Miku est donc entièrement conçue pour être visible. N'ayant pas d'existence hors visibilité, elle modifie le rapport du modèle aux copies en érigeant, comme nous l'avons vu, hors référent corporel, un type d'image à un statut de modèle. L'effet référentiel dont parle Nathalie Hennig, qui désigne l'émotion, voire la sidération ressentie quand on se trouve confronté à un original dont on ne connaît que les reproductions, l'exemple type étant la star rencontrée au coin de la rue, fonctionne avec Hatsune Miku d'après les témoignages de fans et les vidéos disponibles sur Internet dans le cadre de l'apparition holographique du live, c'est-à-dire dans un contexte très circonscrit, entièrement contrôlé par Krypton Future Media, et qui écarte tout un plan de la visibilité, celui de la pipolisation. Si une des causes de l'effet référentiel est la possibilité que le modèle regarde le fan, restituant ainsi pour un instant la réciprocité que déjoue tout le système asymétrique de la visibilité, avec l'hologramme, la rencontre restera toujours unilatérale, comme on l'a vu dans le témoignage que je vous ai lu. Mais l'établissement d'une image au statut d'original modifie également la nature de la médiation, qui n'est plus à proprement parler l'élément ambigu que décrit Nathalie Hennig, c'est-à-dire une composante qui met en lien tout en séparant, puisqu'avec Hatsune Miku, une certaine médiation devient le référent lui-même. Sous forme holographique, Hatsune Miku est à la fois image médiatisée et modèle. Toutes ces caractéristiques font d'elle une expression particulière de la visibilité, comme si l'hologramme représentait l'autonomisation d'une visibilité tendant à se détacher des limites du corps. Vieillissement, accident, unicité de lieu, de temps. Limites qui constituent autant d'enjeux fondamentaux de la starification. En mêlant le manga et la star de chanson, Hatsune Miku détache presque entièrement la production sonore de l'inscription temporelle et spatiale des corps, et seul reste comme trace d'une origine incarnée le timbre de la voix transformée et synthétisée de Saki Fujita, qui a servi de base au chant d'Hatsune Miku. Ouais, merci. Donc, figeant un éphémère reproductible infiniment, l'hologramme tient ensemble une position d'évanescence, pour reprendre la formule de Barthes dans L'acteur d'Harcourt, et une potentielle inaltérabilité. Comme nous le notions en introduction pour le tube, il est également, dans le cas d'Hatsune Miku, à la fois générique, formalisé dans un logiciel accessible à tous, et appropriable dans sa singularité. Et tout comme la mise en scène capitalistique de l'authenticité du rock en réinventant et diffusant un âge d'or du rock ou de la pop irrémédiablement perdu, dont les échos seuls nous parviendraient, transforme la spirale nostalgique du tube en argument de vente, ce qui promet au consommateur qu'il emporte avec lui, au fond, un reflet de ce que le temps lui refuse. Krypton Future Media, sous couvert de partage des talents et d'expression démocratisée, radicalise la logique autoconstitutive de la visibilité, qui fait des moyens de diffusion dans le même temps une forme de consommation et un renforcement de la célébrité. En faisant payer les outils qui permettent de créer des morceaux interprétés par Hatsune Miku, en capitalisant sur le moyen de création qui fonde la popularité de la chanteuse, c'est le fonctionnement médiatique même du mécanisme de la visibilité qui devient le moteur de la production et le modèle économique de l'hologramme de création. Et simplement pour conclure, je voudrais juste revenir très brièvement sur la notion de spectralité en m'appuyant sur la conception de la star que développe Serge Margel dans La Société du spectral.
Et sans discuter du tout exhaustivement les thèses développées dans le livre, ni reprendre son axe critique, c'est simplement l'articulation entre l'esthétique du glamour définie par Serge Margel comme l'art de l'éphémère et la pensée de l'automate, de la marionnette et de la star qui m'intéresse ici. Partant du corps de la star et de son accessoirisation, les porte-jartelles de Marianne Dietrich ou les jeans de James Dean, Serge Margel développe le concept de corps-machine, qu'il définit ainsi. Le corps-machine, c'est ce corps qui forme en secret un rapport souverain à sa propre disparition, qui sécrète sur son corps une surface d'illusion, l'image de sa disparition, de son fantôme ou de son spectre. Et dans le cas de la star, ce lien se fait par le glamour, qui, selon Margel, reprenant l'expression de Sternberg à propos de Dietrich, promet quelque chose qu'il ne peut pas offrir. Promettre quelque chose qu'on ne peut pas offrir, c'est-à-dire en somme être glamour, être un corps de star, l'unique exemplaire d'une surface de papier, reviendrait à produire une image tout à fait singulière, sans commune mesure avec l'histoire millénaire de la représentation. Cette image singulière prend avec l'hologramme de création qui est à la fois automate, marionnette, dirigé par ses propres fans, et star, une dimension inédite. En définissant le glamour comme cette promesse qui ne fait rien de plus que de ne pas donner ce qu'elle promet, Serge Margel déplace un peu la problématique de la spectralité, puisque la question n'est plus celle du double, qui allait de Balzac à Derrida en passant par Kafka, mais celle du pouvoir d'illusion, d'une promesse de l'illusion. Je cite Serge Margel, « Le glamour du corps de star est une machine à produire la surface sensible d'un spectre, une machine qui sécrète superficiellement, qui crée artificiellement l'apparition de son propre fantôme. » Et l'hologramme abstractifie ce machinisme du glamour, puisqu'il sécrète sans intériorité. Il produit un spectre rendant visible sans représentation et incarnant sans corps l'illusion d'être l'émanation d'une créativité partagée, là où en réalité, ce sont les commandes officielles qui fondent le phénomène. L'espace d'actualisation de l'effet référentiel devient non plus, comme nous l'avons vu, une possibilité en marge, un cas limite des manifestations de visibilité, mais le cœur même d'un système mis en scène par Krypton Future Media, spectacle maîtrisé d'un mouvement sans corps, d'un spectre qui danse, selon la définition que Serge Margel donne de la prothèse. Je cite, pure confusion de l'automate et de la mort, qui aurait pour ainsi dire acquis le pouvoir d'occuper cette zone indifférenciée, ce flou indiscernable aux frontières du vivant. Et Hatsune Miku se trouve au croisement d'une célébrité se resserrant sur une logique exclusive de la visibilité et d'une spectralité articulant les apparitions-disparitions d'un référent inaccessible, contour vide de contenu, aux copies innombrables, facilement appropriables, et dont chaque exemplaire est à la fois consommation et promotion. La souveraineté d'une société du spectacle, c'est le pouvoir de contrôler les corps par des spectres, des automates, des marionnettes, des stars, dit Serge Margel. L'hologramme de création renouvelle cette tentative d'occuper la zone indifférenciée aux frontières du vivant pour pouvoir contrôler la surenchère des indiscernables. Voilà. À toi.